Il est quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe Devilliers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune, ravi de vous retrouver. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. L'actualité est dramatique, Philippe, et notre émission a été bouleversée par cette dernière information que nous avons eue dans la journée. On va parler de Quentin, 23 ans, lynché à Lyon hier soir, en état de mort cérébrale. Tout cela s'est déroulé en marge d'une conférence à Sciences Po Lyon de Rima Hassan. Le collectif Némésis a annoncé ce midi que Quentin, un militant, a été passé à tabac par des antifas. Et ce garçon, aujourd'hui, lutte pour la vie. Le maire de Lyon a réagi sur les réseaux sociaux très rapidement. Il condamne avec la plus grande fermeté, lui parle de rix. C'est un terme qui est contesté, vivement contesté par l'avocat de la famille de Quentin, d'une extrême violence qui s'est déroulée hier à Lyon. Rien ne peut justifier de tels affrontements. J'apporte mon plein soutien à la victime ainsi qu'à ses proches. La ville de Lyon est à la disposition de la justice pour faire toute la lumière sur ces événements dramatiques. Et encore une fois, l'enquête est en cours. Mais au-delà de ça, Philippe Baptiste, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur, a parlé de folie furieuse qui s'est déchaînée alors que se tenait une conférence de Rima Hassan. J'ai lu aussi le message de David Lisnard qui pointe la responsabilité des militants d'extrême gauche qui se disent antifa, mais ils sont totalement fascistes car ils sont totalement sectaires et agissent en faisceau totalement violent jusqu'à tuer ceux qui ne pensent pas comme eux. Philippe Devilliers, comment qualifieriez-vous les faits qui nous arrivent depuis un peu moins de 24 heures? L'extrême gauche tue. J'ai appelé à l'instant, avant d'entrer dans le studio, quand vous m'avez appris ce drame, Alice Cordier, qui est la responsable de Némésis, pour laquelle j'ai profonde estime, qui incarne le courage français. Et elle m'a raconté ceci. Un groupe de jeunes à Lyon venait pour manifester pacifiquement contre l'intervention, pour le moins discutable, de Rima Hassan pour faire la louange du Hamas à Sciences Po Lyon. Alice Cordier, sachant que la ville de Lyon n'est pas sûre et qu'elle n'y est pas la bienvenue, le groupe Némésis est un groupe qui défend notre civilisation, demande à certains de ses amis de venir les protéger. Ils sont une quinzaine de jeunes lyonnais, dont Quentin. Quentin n'est pas un homme du service d'ordre. Quentin c'est pas son métier. Il est étudiant en finance. Et donc il est là parmi les 15 qui veulent protéger la manifestation pacifique. Et Quentin est pris à partie par une bande, ils sont une trentaine. Il le jette à terre, il le piétine, et il est actuellement en mort cérébrale. Donc j'ai une pensée évidemment pour sa famille. Son avocat s'est exprimé. C'est tragique. C'est tragique parce que la mort cérébrale d'un jeune homme de 23 ans est quelque chose qui relève du scandale moral. Et c'est tragique aussi parce que personne n'ose pointer la responsabilité. Quand vous avez des gens de droite qui font un meeting, une manifestation, etc., il n'y a jamais une chose comme ça qui arrive. Il faut quand même se dire que l'extrême gauche, elle attise le feu de la haine. Et donc elle arme le bras de ceux qui tuent ensuite, ou qui peuvent tuer. Et donc
moi, je dis ceci. Aujourd'hui, la France est un pays multifracturé. Et le gouvernement ne fait rien contre ces bandes qui auraient dû être dissoutes depuis longtemps, les antifas, et qui continuent d'avoir pignon sur rue, et qui bénéficient d'une protection immunitaire indirecte de la faiblesse de l'impuissance publique. Et je voudrais dire un mot sur Mélenchon et sur Rima Hassan. Ces gens-là se promènent avec des brandons, les brandons de la haine. Rima Hassan, elle a eu le culot de faire un communiqué qui dit que des manifestants étaient venus tenter de perturber son intervention. Non, pas de perturber, simplement de manifester leur désaccord. Et donc, moi, je pense qu'un jour se posera la question de la l'égalité d'un parti qui appelle à la violence. Mélenchon s'est élevé contre l'appellation par le ministère de l'Intérieur extrême gauche. Extrême gauche, ça veut dire en fait trois choses dans l'histoire de France. Ça veut dire, premièrement, vouloir renverser le capitalisme. Ça, c'est Gracchus Babeuf en 93, puis Marx, Engels, Feuerbach, Lénine, pour changer de société. Deuxièmement, c'est renverser la société elle-même, donc le grand remplacement, changer la population. C'est ça son objectif quand même. La Nouvelle-France, la fameuse créolisation, c'est virer la population qui est là. Et troisièmement, la violence. Et là, je termine par là, dans ma réponse. Moi, je suis très frappé d'entendre la bande de LFI, je dis la bande, qui ressemble aux antifas. De toute façon, ils ont recruté des antifas. Raphaël Arnaud, il vient des antifas, non? Bon. Ils expliquent que la police tue. Donc, le dernier rempart du bien commun et de la paix civile est considéré comme une bande de tueurs. La police tue. Ça veut dire que les policiers sont des tueurs. Donc les gens qui traitent les policiers de tueurs, pour moi, sont des malfrats. Et ça va plus loin, puisque en pleine campagne des municipales, ils sont en train d'installer quelque chose de nouveau que personne ne veut voir. Ils sont en train d'insinuer le racialisme. Ce sont des racistes. Ces gens-là sont des racistes. Et donc, ils se disent eux-mêmes racialistes. Et donc, en fait, ce climat de violence, il est très dangereux. Vous savez pourquoi il est très dangereux? Parce qu'il peut déboucher un jour en France, comme on l'a vu avec l'affaire Charlie Kirk aux États-Unis, sur des drames plus graves encore. Il y a chez LFI des ferments de guerre civile. Vous avez parlé de Rima Hassan. Effectivement, dans son message, elle explique qu'elle a appris, je la cite, avec effroi les faits concernant le jeune homme Quentin, actuellement entre la vie et la mort, à la suite d'un affrontement survenu hier à Lyon entre des militants antifascistes et des militants identitaires présents aux côtés du collectif d'extrême droite Némésis, venus perturber la conférence à laquelle j'étais invité à participer par les étudiants. Pour chacun de mes déplacements, le seul et unique service d'ordre avec lequel je collabore et qui m'accompagne est celui de la France Insoumise, qui n'a jamais recours à la violence et qui n'est en aucun cas appliqué. Une enquête doit faire toute la lumière sur les circonstances de ces faits extrêmement graves et inacceptables que je condamne fermement. Les personnes responsables de ces violences doivent rendre des comptes. Non, c'était simplement pour donner l'information. Je ne pense pas avoir mis d'erreur. Pas du tout, cher Philippe. C'était simplement pour vous donner la réaction de Rima Hassan, dont vous parliez il y a quelques instants. Je suis également très attentif et je vous donnerai dans les prochaines minutes une autre information qui s'est produite il y a quelques instants sur les Champs-Élysées avec une attaque au couteau et visiblement un gendarme qui aurait été blessé avec des motivations qui sembleraient être liées. Je suis extrêmement prudent encore une fois, mais peut-être parlerons-nous dans les prochaines minutes d'une attaque
terroriste islamiste. Mais je préfère être très prudent. Encore une fois, j'attends la confirmation de notre service police-justice. Passons à un autre sujet à présent, Philippe. Vous souhaitiez cette semaine aborder en priorité, parce que c'est un sujet qui est majeur, la question de l'énergie. La question de l'énergie avec cette fameuse loi de programmation pluriannuelle qui a été mise en avant, non pas à l'Assemblée nationale, débattue à l'Assemblée nationale, mais par décret avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, je vous propose de l'écouter, alors que Marine Le Pen a condamné justement ce qu'elle considère être un passage en force, alors que beaucoup d'experts alertent sur les recommandations qui auraient été mises de côté par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Écoutez le Premier ministre. On va forcément entendre tout et n'importe quoi. Je crois que ça a déjà bien commencé depuis le début de la semaine sur ce sujet. Néanmoins, il ne faut pas céder à ça, parce que je ne vais pas être très politiquement correct, mais il faut qu'on assume la technicité et le sérieux qu'il faut avoir sur ces débats. Ils sont beaucoup trop graves. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon introduction avec ce que Messmer lui-même avait connu dans les décisions qu'il avait prises dans les années 70. Parce que, à toute chose égale par ailleurs, celles et ceux qui aujourd'hui disent à peu près n'importe quoi sur les questions énergétiques sont en général ceux d'ailleurs qui disaient à peu près n'importe quoi pendant la gestion du Covid. Et c'est terrifiant de voir que des questions très techniques, quand elles sont politisées à l'extrême et vulgarisées à l'extrême, mènent en général au grotesque. Et on n'est pas loin du grotesque dans la plupart des commentaires tels qu'on les a vus cette semaine. Geoffroy Lejeune. Alors, en ce qui concerne l'énergie, Philippe, que pensez-vous de la nouvelle feuille de route de Matignon ? Je suis inquiet de voir ce Premier ministre en bout de course qui parle de grotesque. Parce que c'est lui qui est grotesque. Et l'avenir le dira. Ce sont des menteurs. Alors d'abord, il y a la méthode. Et moi, je dis à M. Lecornu, pourquoi vous n'avez pas choisi la loi ? Pourquoi vous avez choisi le décret ? Alors dites la vérité. Vous avez choisi le décret parce qu'en fait, vous cédez à un lobby, le lobby du solaire et de l'éolien, qui a peur de mettre des gens au chômage en ce moment, au moment des municipales, ce qui pourrait avoir une influence sur les élections. Et donc, en fait, vous maquillez une aide à un secteur que vous considérez en difficulté en une opération d'intérêt général à grand principe. Ensuite, pourquoi, Monsieur Lecornu, vous mentez par omission ? Pourquoi vous avez caché 2 rapports que vous avez refusé de publier ? Le premier rapport, c'est un rapport de M. Thuot-Lévy, le rapport Thuot-Lévy, messieurs Thuot-Lévy, rapport très important sur le prix, sur le coût des énergies intermittentes. Et le deuxième rapport, c'est un rapport d'EDF sur la modulation. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, c'est compliqué, mais simplement ça veut dire que les centrales nucléaires sont fragiles et qu'elles ne sont pas prévues pour encaisser des à-coups lorsque les énergies intermittentes, en fonction du temps, de la pluie du soleil, sont à temps plein ou à temps partiel. Parce qu'il y a un phénomène d'usure et même de danger accidentel. Donc, en fait, Monsieur Lecornu, vous avez menti. Monsieur Lecornu, vous ne dites pas la vérité aux Français. Monsieur Lecornu, vous avez mis sous le coude 2 rapports décisifs pour expliquer ce qui est en train de se passer. Alors, sur le fond, pourquoi ce décret ? Ce décret, tout simplement parce que c'est l'Union européenne qui a mis en demeure la France de prendre des dispositions qui viennent compléter les transpositions qui ne plaisent pas à la Commission de Bruxelles, parce qu'elles sont incomplètes.
Et la Commission de Bruxelles a laissé 2 mois à la France, 2 mois, pour se mettre en conformité. Sinon, elle a prévenu, la Commission de Bruxelles, le 30 janvier, qu'elle saisirait la Cour de justice européenne. Alors, en fait, que s'est-il passé ? Depuis Mesmer jusqu'à Nicolas Sarkozy, la France a travaillé à son indépendance, une énergie bon marché décarbonée, c'est-à-dire l'hydroélectrique et le nucléaire. À partir de Hollande, tout a changé. 3 soumissions que je voudrais pointer du doigt. Première soumission, la soumission au lobby écologiste, c'est-à-dire la fin de Fessenheim, la fermeture de Fessenheim, la fin du nucléaire et le fantasme de l'éolien. Il faut savoir que cette nouvelle politique, elle s'est traduite par un doublement des prix entre 2008 et 2025. Et que les prix de l'électricité vont encore doubler pour les particuliers et pour les entreprises dans les 10 années qui viennent avec ce programme, à cause du raccordement qui est très cher de l'éolien offshore au réseau électrique. Qui le dit, ça ? En tout cas pas M. Lecornu. Deuxième soumission, la soumission à l'Allemagne. L'Allemagne, en fait, qui, depuis des années, cherche à détruire notre modèle énergétique. L'Allemagne qui veut mettre fin au nucléaire français, comme elle a mis fin au nucléaire allemand pour faire plaisir aux Verts allemands, et qui veut que la France multiplie les éoliennes, vu que c'est elle qui fournit les éoliennes, avec d'ailleurs des avocats français dont certains sont à LR, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne donnerai pas de nom. Et donc, en fait, l'Allemagne, c'est le pays du lignite pollueur qui nous donne des leçons et qui, depuis des années, et ça marche, nous fait changer de politique énergétique. Troisième soumission, c'est la plus grave, c'est l'essentiel. C'est la soumission à Bruxelles. Car la Commission européenne nous impose un système de fixation des prix à partir du coût marginal le plus élevé, c'est-à-dire le gaz, c'est-à-dire l'allemand. Donc on a des prix allemands. Deuxièmement, elle nous interdit d'utiliser comme système de prix, de fixation des prix, notre coût à nous, notre coût marginal à nous, qui est beaucoup moins cher à cause du nucléaire, qui est beaucoup plus économique. Troisièmement, elle nous oblige à financer des éoliennes et du photovoltaïque qui sont superflus puisque notre consommation est inférieure à notre production aujourd'hui. Alors, que faire ? Il faut, premièrement, rétablir la priorité au nucléaire et à l'hydroélectrique, ce que la Commission de Bruxelles est en train d'empêcher. Deuxièmement, il faut arrêter d'aider l'éolien et le solaire, dont on n'a pas besoin, et qui en fait est une grande balafre dans nos paysages, et qui est une énergie intermittente et qui pose des problèmes de modulation dont j'ai parlé. Mais pour faire tout ça, il faut sortir de l'Union européenne. Et donc, toute la classe politique, en fait, est sur la même ligne. On est obligé de mentir aux Français, parce qu'on n'ose pas leur dire que si on veut rester dans l'Union européenne, il faut y passer. Philippe de Villiers, je vous disais, je vais vous apporter des éléments qui pourraient bousculer notre émission. Et je vous ai même dit, peut-être que dans les prochaines heures, nous parlerons d'une attaque terroriste islamiste. Il s'avère que le parquet antiterroriste s'est saisi de l'attaque à Paris. Je vais vous donner rapidement les faits. C'est passé il y a quelques heures seulement. Il est Brahim B, 47 ans, qui vit à Aulnay-sous-Bois, connu pour radicalisation, alors que vous découvrez les images et la sécurisation des lieux par les forces de l'ordre
au pied de l'Arc de Triomphe. Ce matin, il ne s'est pas présenté alors qu'il devait, et qu'il est connu pour radicalisation, devait pointer tous les jours à 10h au commissariat. Ce matin, il ne s'est pas présenté, il a appelé les policiers en disant qu'il voulait tuer des flics et des gens à Paris, sous l'Arc de Triomphe, en cause ce qu'il se passe en Palestine. Je cite, « Il ne fallait pas tuer nos femmes et nos enfants. On va voir qui va triompher sous l'Arc de Triomphe. » Il s'en est pris à des gendarmes qui ont répliqué en lui tirant dessus. Et c'est un gendarme qui a été blessé. Voilà les informations de sources policières. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Le son, les gars. Dans le cadre de la préparation du ravivage de la flamme à Paris, à l'Arc de Triomphe, où un homme, pour une raison qu'on ne connaît pas à ce stade, a tenté d'agresser avec, semble-t-il, une arme blanche, enfin c'est plus que semble-t-il, c'était une arme blanche, des militaires de la gendarmerie, et notamment de la musique de la gendarmerie qui préparait la cérémonie. Et devant les gestes portés par cet individu qui a manifestement tenté de porter atteinte à leur intégrité physique, un des gendarmes a fait usage de son arme. Voilà. À date, je crois que la personne touchée se trouve dans un état très grave, mais je n'ai pas d'autres informations et sur son état de santé. Et j'ai des faits tels qu'ils m'ont été rapportés et j'ai tout lieu à penser que ces individus ont essayé d'attenter à la vie des gendarmes et que ceux-ci ont riposté dans un cadre qui me semble tout à fait légal et réglementaire. Geoffroy Lejeune. Philippe, il y a assez peu de doutes sur les motivations de l'attaquant aujourd'hui. C'est pas la première fois que quelque chose arrive sur les Champs-Élysées. C'était arrivé pendant la campagne présidentielle en 2017. Que vous inspirent les éléments d'aujourd'hui ? Je parlais d'impuissance publique. Nous en avons là une illustration. Alors d'abord, il y a la question de la justice, si j'ai bien compris, puisque... il devait pointer tous les jours. Voilà, il devait pointer tous les jours, donc c'est tranquille pour un terroriste, pour un malfrat, pour un délinquant, pour un criminel. Voilà, on sort, on rentre, on sort, on rentre, c'est le service. Open bar. Fichier S pour radicalisation. Je vous donne tous les éléments qui m'arrivent à la seconde, Philippe. Donc la justice qui est établie aujourd'hui sur l'inversion victimaire. C'est la victime qui est coupable et c'est le coupable qui est victime de la société. Ok, combien de temps ça va durer, ça ? Ça dure depuis Badinter qui est au Panthéon. La faiblesse. N'oublions pas ce que moi j'apprenais dans mon enfance. La violence est un péché, la force est une vertu. La force. Où est le régalien ? La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les hommes politiques, presque tous, même quand ils se déclarent candidats à la présidentielle, ils ne parlent pas d'islamisation de la France. Ils n'en parlent pas. Ils parlent un peu de l'immigration, mais ils ne vont pas plus loin. Or, non seulement on a fait rentrer, et on continue à faire rentrer 500 000 par an, une immigration massive et invasive, mais en plus de cela, évidemment, on multiplie les mosquées et on s'extasie devant le guide vert de la grande mosquée de Paris, qui est évidemment une manœuvre frériste déguisée. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, là, sans qu'on le voie, sans que personne n'en parle, sauf M. Platré, le conseiller général de Saône-et-Loire, je crois, qui est un homme remarquable, qui a eu le culot de mettre les pieds dans le plat. Il y a de l'entrisme islamiste partout, avec les frères musulmans, partout, dans beaucoup de communes, de beaucoup de départements, qui sont déjà gagnés par les quartiers souverains. Voilà. Et donc, en fait, moi, je tire la sonnette d'alarme en disant l'islamisation galopante de la France va nous conduire dans une situation de face à face entre deux civilisations. Et quand vous mettez dans l'histoire du monde deux civilisations, la civilisation arabo-musulmane en face de la civilisation christiano-occidentale, on va au drame. Je précise qu'il était fiché pour radicalisation. On m'indique également, c'est notre service, que l'individu était connu aussi en Belgique, à Molenbeek, pour terrorisme et port d'armes. On vous apportera évidemment plus d'informations dans les prochaines minutes. Et je rappelle que le parquet antiterroriste
s'est saisi de cette attaque au couteau qui a fait un gendarme blessé. L'assaillant a été neutralisé par les forces de l'ordre. Dans l'actualité cette semaine, Philippe, je voudrais qu'on revienne sur l'affaire Epstein qui connaît de nouveaux développements pour la France chaque jour. Emmanuel Macron a affirmé jeudi vouloir comprendre pourquoi et faire toute la clarté. Pourquoi elle n'avait pas été faite plus tôt, cette clarté, sur le cas d'un diplomate français cité à plusieurs reprises dans le dossier et qui avait été visé par une enquête américaine pour consultation d'images pornographiques. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Il est vrai que l'administration avait des informations il y a plusieurs années, des choses auraient dû être faites. Et donc là-dessus, j'ai demandé au ministre qu'il puisse lancer une inspection et qu'on puisse faire la clarté sur tout cela. Donc je ne peux simplement vous dire que la même chose que vous, c'est inacceptable et il faut comprendre pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Geoffroy. Cher Philippe, comment interprétez-vous les attitudes des uns et des autres devant ce tsunami que vous aviez d'ailleurs prédit ? Vendredi, j'ai dit, vous allez voir ce qui va se passer, ça va être la panique, et c'est la panique. Et là, je voudrais dire à Emmanuel Macron, vous faites le mariole, là. Vous saviez très bien depuis 2019, je vais vous expliquer pourquoi il savait très bien. Alors, il nous a dit juste avant, 2 jours avant, il a dit, c'est une affaire américaine, ce n'est pas une affaire française, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, je suis tombé de l'armoire. Parce qu'il sait très bien que c'est aussi une affaire française. Il connaît le 22 avenue Foch, tout le monde connaît. Tout le monde savait qu'il y avait le 22 avenue Foch, du moins depuis 2019. Puisque en 2019, la police a perquisitionné le 22 avenue Foch. Il le sait, ça. Donc, ensuite, tout le monde savait, en tout cas dans ces milieux-là, les milieux du pouvoir, que le dénommé Epstein venait en France 6 mois de l'année. Et donc on peut se poser la question, il pratiquait la pédophilie dans l'île Vierge, la mal nommée, au large de la Jamaïque, avec ses amis de la jet set. Et alors quand il venait en France, il était là tranquille dans son sofa, sans rien faire, avec personne qui venait. Bon, c'est pas sérieux. Bon, ensuite, j'ai découvert une chose cette semaine. Ghislaine Maxwell, elle avait un passeport français. Donc en fait, ces gens-là aimaient... Et ensuite, le nom de la France, le nom de Paris, figure 16 000 fois dans les documents. 16 000 fois. Et le Quai d'Orsay est donc dans la tourmente. Et alors là, chacun se renvoie la balle. Donc, je ne reviens pas sur les faits, mais ce que je constate quand même, c'est qu'on feint de découvrir les choses alors que le pouvoir politique savait. Lorsque le diplomate a été renvoyé pour avoir visionné les images pédopornographiques, le Quai d'Orsay savait. Alors, il y a une deuxième curiosité cette semaine. C'est Mme Braun-Pivet qui, chez Sonia Mabrouk, a dit non, pas de commission d'enquête. Elle trépignait. Je dis, mais pourquoi pas de commission d'enquête ? Ça mériterait une commission d'enquête transpartisane, mais une commission d'enquête quand même. On a envie de savoir, c'est normal. Ensuite, la justice. Donc on sait maintenant que la justice avait des milliers de mails, plein d'informations, avec une enquête préliminaire ouverte. Le procureur de Paris de l'époque, Rémy Hetz, qui est devenu maintenant le grand patron de la Cour de cassation, procureur général de la Cour de cassation, c'est un homme important. Et donc c'est lui qui a dit on arrête, il n'y a rien. Voilà, apparemment, peut-être il me démentira, mais en tout cas l'enquête elle est au point mort, alors qu'ils ont plein de documents. Ensuite, il y a quelque chose, une autre curiosité cette semaine que j'attendais, mais là elle est magnifique. C'est la diversion, la diversion accusatoire. C'est-à-dire, on dit, tout ça, c'est les complotistes.
Et moi, je réponds, c'est la première fois dans l'histoire des complotistes que les complotistes ont détecté un vrai complot. Alors celui-là, c'est gratiné quand même. Moi, je serais complotiste, je me dirais, là, j'ai un truc sous la main. C'est un vrai lapin de Garenne quand même, hein, depuis le temps que je chasse à la godasse. Voilà, bon. Ensuite, autre accusation extraordinaire, vous avez vu cette semaine, c'est un agent russe. Donc il l'appelle Epstein, comme Rasputin, vous voyez, voilà. Epstein, voilà. Ben, il s'appelle Epstein. Pourquoi? Il n'est pas russe, il est américain, donc agent russe. C'est encore un coup de Poutine. Poutine, les petits-enfants, tout ça, voilà, ça ne m'étonne pas. Voilà. Et voilà. Et alors, en fait, je vais vous dire la synthèse, alors qu'il est. Nous sommes devant une gigantesque organisation criminelle, un réseau mondial, planétaire, avec un demi-monde interlope, composé, comme les demi-mondes interlopes, de recruteurs, de rabatteurs, d'entremetteurs et naturellement de suicidés en cellule. Il y en a 2, bon, les principaux. Donc là, on a le carré magique du réseau mafieux. Et tout ça au service d'une collusion magnifique, rutilante, de gens qui n'ont pas de besoin particulier sur le plan matériel, qui voyagent en jet et qui se retrouvent et qui se tiennent par la barbichette. Personne ne parle. C'est la collusion de 4 mondes. Le monde politique, le monde des affaires, le monde du showbiz et le monde de la pédocriminalité. Ces 4 mondes s'entendent. Et depuis longtemps, puisque ça a commencé en 1996. Et pour l'instant, on avance doucement. En fait, pour résumer ce qui se passe, je dirais la chose suivante, en pesant mes mots. La prédation sataniste à l'heure du biopouvoir a choisi ses proies. Elle a choisi le petit peuple des âmes innocentes qui lui sert de réservoir de chair fraîche. C'est horrible. Il va falloir qu'il rende gorge. Philippe de Villiers, la semaine dernière, nous parlions aussi d'un homme qui était au cœur de cette tempête, visé désormais par une enquête d'ailleurs du parquet national financier. Je parle là de Jack Lang. Vendredi dernier, il n'avait pas encore démissionné de l'Institut du monde arabe. Une semaine plus tard, il a quitté la présidence, il a présenté sa démission. Vous avez, tout au long de votre carrière politique, croisé le fer avec Jack Lang. Et je vous propose de revoir quelques séquences de ces échanges et ces débats que vous avez pu avoir avec lui. Je répète, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et passionnément, c'est que l'ensemble de notre communauté nationale puisse célébrer les 2 choses sur lesquelles nous sommes aujourd'hui d'accord, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos philosophies, quelles que soient nos histoires respectives. La souveraineté populaire, les droits de l'homme. Oui. Je dis à M. Jack Lang, ministre du bicentenaire, et bientôt de l'être suprême, parce que j'ai cru comprendre qu'il avait un accord spirituel avec le président de la République, que vous ne pouvez pas, et vous le savez très bien, car au fond de vous-même, vous avez assez de culture, vous êtes un agrégé de droit pour ne pas le savoir très bien. Vous ne pouvez pas traiter la terreur et la Vendée comme un point de détail de l'histoire de la Révolution. Vous cherchez à tromper et à faire peur. Mais non, parce que vous manipulez les textes, vous trompez, vous dites des choses qui sont fausses. Ce n'est pas acceptable que sur une affaire aussi grave, vous puissiez jouer avec des textes. Monsieur Lang, il ne faut pas vous énerver. Mais vous, calmez-vous dans le sens d'une utilisation rigoureuse des textes. Philippe de Villiers, à la parole. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de la charte sociale, monsieur Lang, vous ne manquez pas d'air quand même. Et je m'étonne que Jack Lang, le grand pourfendeur du modèle américain, nous propose d'importer en France le modèle du politiquement correct. Mais il faut aller peut-être plus loin. Il faut dire ce qu'on propose. Moi, je propose... Alors, peut-être déjà vous répondre sur ce point, puis ensuite, ce que je propose, c'est que les mouvements politiques
sans avoir besoin d'un changement de la Constitution, tout de suite s'engage à faire aux femmes une grande place. Geoffroy Lejeune. Quel bonheur ces archives. Philippe, selon vous, quelle trace va laisser Jack Lang dans l'histoire politique ? Ah, il a tout détruit. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est drôle parce qu'en regardant ces images, je repensais à un moment qui m'a marqué, que j'ai jamais raconté. C'est mon arrivée à la rue de Valois au moment de la passation de pouvoir. Je suis avec François Léotard et on succède à Jack Lang, le ministre éternel de la Culture. Et je suis là dans ce qu'on appelle le salon Alechinsky. Je regarde des zigzags avec des jets d'encre sur les murs, tout bleu. Et je m'arrête devant je me souviens, un losange bleuté sur giclée de cambouis. Et je fais une moue. Il attrape la moue et il me dit « Ah, jeune homme !» Parce qu'il me prend pour une sorte de Huron au Palais Royal, quoi. Un Indien qui vient de la Vendée, quoi. Pecno. Et il me dit « Il va falloir vous y mettre. » Je dis « Me mettre à quoi ?» Au graffiti, au tag, au rap, à l'électro. On n'est pas à la sonate ou clair de lune. Et puis il m'emmène voir les poteaux anti-chars de la cour royale, qu'on appelle les colonnes de Buren, et il me dit, là, le tout est culturel. Et en fait, on est tellement impressionné, et Jacques Chirac est tellement sous pression, il dit, faites du Lang. Et donc on m'envoie, moi, inaugurer un musée de la sécherie de morue, un musée du bouchon de liège, un musée de la cuisine, un musée de la mode, et on exécute. Et en fait, je réponds à votre question. Le tout est culturel, en fait, il a eu un effet que personne ne voit aujourd'hui, sauf peut-être les artistes, les vrais. C'est d'éloigner les artistes du peuple, c'est-à-dire de les rejeter en dehors de la vie quotidienne du peuple. Pourquoi ? Parce que le tout est culturel révèle deux ruptures culturelles majeures. Ces deux ruptures sont les suivantes. La première, c'est la dissociation de la culture et de l'absolu. Et la deuxième, c'est la rupture, la dissociation entre l'utile et le beau. Ce serait trop long à développer, je dirais simplement ceci. La dissociation de la culture et de l'absolu, ça veut dire, dans l'esprit de Jack Lang et de tous les cultureux d'aujourd'hui, que le beau n'est pas exhaustif et que quelque chose de laid peut être culturel. Et qu'il ne faut surtout pas que la culture se définisse par rapport au seul critère du beau. Pour être plus précis et plus explicite, je dirais ceci. Jusqu'à Jack Lang, on réserve le mot culture à toute manifestation de l'esprit portée par un sens et pétrie d'une intention esthétique. À partir de Jack Lang, on utilise le mot culture, on applique le mot culture à toute expression humaine, à toute production nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, on glisse de l'esthétique à l'anthropologie, on glisse du chef-d'œuvre au témoignage, et on glisse de l'idée de pérennité à l'idée de la chaleur fusionnelle de l'instant festif et déjanté, fête de la musique. Et donc, il reste rien. Aujourd'hui, l'urgence des urgences, c'est de retrouver une conception restrictive de la culture,
de la remettre à sa vraie place. La culture, c'est une exigence. La culture, c'est l'excellence. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est l'esprit de finesse des sociétés. Et que ce que nous avons perdu et qu'il faut retrouver, c'est le goût français. Refaire un peuple qui a du goût. Refaire un peuple amateur d'art. Voilà l'urgence. Et voilà pourquoi il faut oublier les années longues, le veston rose et le col Mao. La culture, c'est l'esprit de finesse des sociétés. Voilà une phrase qui restera, cher Philippe de Villiers. C'est un combat que vous menez parfois seul, Philippe, peut-être trop seul, que vous menez aussi avec des soignants, des médecins, des Français aussi, mais à qui on tend rarement le micro, des Français qui veulent protéger la vie. Et dans l'indifférence médiatique et politique, l'ordre des médecins alerte. Les médecins et les infirmiers, d'ailleurs, s'associent, l'Ordre national des infirmiers, l'Ordre national des médecins, appellent et alertent sur la loi sur la fin de vie. Et je voudrais juste vous citer cette phrase. L'Ordre national des médecins et l'Ordre national des infirmiers le réaffirment avec force. La priorité absolue doit être la mise en œuvre d'une véritable politique nationale de soins palliatifs. C'est vrai qu'on entend peu ce message-là dans la presse dite mainstream, en bon français. Homme de culture française que vous êtes. Alors j'ai lu cette lettre, et cette lettre, elle dit le médecin n'est pas là pour tuer, en gros. Et elle dit, si jamais vous votez ce texte, il y a le problème de la clause de conscience, il y a le problème du délit d'entrave, etc. En fait, en lisant cette lettre, je me suis dit, les larmes aux yeux, ah, enfin, l'ordre des médecins se lève. Mais c'est un peu, vous connaissez bien la vie militaire, comme moi, c'est un peu la maison des dernières cartouches de Bazeille. C'est pour l'honneur, puisque de toute façon, c'est le 24 février que ça va être voté, et que tout le monde s'écrase. Et que les gens font joujou moumoute avec les élections, les uns cherchent un picotin de popularité, et les autres font tout pour taire ce débat. En fait, ce qui va nous arriver, c'est quelque chose qui arrive tous les 10 siècles, à peu près. La dernière fois que c'est arrivé, c'est la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire la rupture anthropologique avec les Grecs. Donc ce qui va nous arriver, c'est terrible. L'insouciance, d'abord. L'insouciance, la désinvolture de toutes les autorités, en fait. La démission totale de toutes les autorités politiques, métapolitiques, culturelles, spirituelles, morales, etc. L'affaissement. Une société qui s'écroule sur elle-même. Alors qu'il s'agit d'un renversement anthropologique majeur. Parce que c'est le lien sacré entre le soignant et le soigné. Et ce que je disais à mon petit-fils hier soir, je lui dis, tu te rends compte, moi, j'ai l'âge que j'ai, un jour, vous allez me ramasser et donc je serai dans une chambre en face d'une blouse blanche. Mais j'aurai plus confiance. Pourquoi ? Parce que le soignant qui va arriver, il aura 2 poches pleines. Et je me dirais, je suis condamné à quelle poche ? Dans une poche, il y aura des calmants, dans l'autre poche, il y aura une injection létale. Et donc, en d'autres termes, on va vers la mort administrée. C'est inouï dans l'histoire des hommes. Ce renversement anthropologique, c'est l'idée que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je pèse mes mots, l'eugénisme va triompher sous le pavillon de complaisance de la médecine.
Voilà que nous assistons impuissants et lâches à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. C'est une honte. Philippe de Villiers, parlons de l'actualité et des nominations également, avec une formule qu'on a pu entendre tout au long de la semaine, la République des copains. Emmanuel Macron a décidé de nommer sa plus fidèle soldate à la tête de la Cour des comptes, Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics, qui prendra ses fonctions le 22 février prochain et va quitter le gouvernement donc de Sébastien Lecornu, elle qui était chargée des comptes publics. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste qu'on écoute la réaction cette semaine d'un certain Henri Guénaud. Alors, moi, je ne sais pas qui j'aurais nommé, mais j'aurais certainement pas nommé Amélie de Montchalin. Voilà. Oui. Et, si vous voulez, je me pose une question en préalable face à cette nomination. C'est pourquoi chaque fois que le président de la République prend une décision de nomination ou une décision politique, j'ai honte pour mon pays. Voilà. Ben voilà, une de plus. Une de plus. Un jour, un sketch. On n'a jamais vu ça. C'est pas parce que le président de la République peut nommer n'importe qui qu'il peut se donner le droit de nommer quelqu'un de 40 ans à la tête de la Cour des comptes. Personne ne fait ça. Ça veut dire qu'elle peut rester 28 ans. C'est un poste irrévocable. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, est-ce qu'on vit dans une république des copains ? En fait, c'était la phrase de Mitterrand qui avait dit le RPR, la République des copains et des coquins. Bien sûr. Bon, je dis ça parce que sinon, l'ARCOM, il va y avoir l'ARCOM on va me dire, le modérateur que je suis, etc. Bien évidemment. Modérateur, c'est le censeur. Attendez, pour l'instant, je touche du bois. Vous avez en 3 ans. On est dans une société de censeurs, de censure. Voilà. Ouais. Donc je fais attention à ce que je dis. Alors, donc je cite normal. Mitterrand. Donc là, Mitterrand, l'ARCOM, ça marche, c'est raccord. Et, bon, voilà. Alors, en fait, Amélie de Montchalin, d'abord, je vais vous dire ce que je pense. Je suis en plein accord avec Henri Guénaud, qui est un homme extrêmement brillant et est un homme d'État. Henri Guénaud, c'est pas n'importe qui. Bon. D'abord, c'est une nomination endogame. En fait, la tribu nomme la tribu. C'est un Young Global Leader. Oui. Elle s'appelait Marie-Amélie de Montchalin. Je sais parce que je l'ai reçue au Puy du Fou, j'ai vu son nom. Elle a ôté Marie parce que c'est cool. Amélie, c'est cool. Et elle a appris, avec Macron, à communier sous les deux espèces du progressisme et du mondialisme. Donc elle est prête pour le poste. En fait, c'est une nomination qui est choquante parce qu'elle déroge, ce que dit très bien Henri Guénaud, à toute la déontologie des juridictions financières. Elle a 40 ans, elle est nommée pour 27 ans. Et elle a 40 ans, alors que pour être conseiller maître à la Cour des comptes, il faut, sauf erreur de ma part, 45 ans. Et ensuite, c'est une nomination cocasse, paradoxale et même baroque, puisqu'en fait, on choisit celle qui a fait des trous dans la caisse pour contrôler la caisse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui a plombé le budget, c'est elle qui a fait déficit, dette, etc., dépenses, impôts, et pour la récompenser de sa compétence, dit-on, de sa compétence, tout le monde dit « Ah, sa compétence n'est pas en cause. Grande compétence. » Voilà. Effectivement, elle a la compétence du commandant du Titanic qu'on rappelle pour commander un autre bateau après avoir coulé le Titanic. Extraordinaire. C'est quand même du grand art. Ça, c'est de l'art politique, ça. Mais je vais plus loin. En fait, c'est un coup d'État institutionnel qui n'apparaît pas comme tel. Parce que derrière le coup tactique, recaser les gens comme Castin à l'aéroport de Marseille, comme Clément Beaune avec le plan, comme Séjourné, le fameux Séjourné, comme commissaire à Bruxelles, etc. Ce que tous les gouvernements ont fait, en fait. Il y a une volonté stratégique de verrouiller le système pour pouvoir continuer à appliquer le principe sur lequel ils sont, les mondialistes, les multiculturalistes, les macronistes, c'est-à-dire, en fait, faire de la France un laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Et moi, ce qui m'inquiète, à l'orée de l'alternance qui vient, la grande alternance,
c'est que, en fait, l'alternance va buter sur 3 féodalités. Le système médiatique, incroyable, mainstream, vous parliez de mainstream, le système médiatique, bon. Donc il va falloir braver le système médiatique, qui osera. Deuxièmement, deuxième féodalité, les cours suprêmes. Parce que là, les gens qui sont nommés dans les cours suprêmes, Cour des comptes, Cour de cassation, Conseil d'État, c'est bouclé. Et troisièmement, l'état profond. Ça, c'est le plus important, que personne ne voit. L'état profond et le super état profond. C'est-à-dire l'état profond à Paris, en endogamie avec le super état profond à Bruxelles. Et donc, il faudra beaucoup de courage pour accepter l'impopularité face à ces 3 états profonds. Parce que là, ce que fait Macron dans les derniers mois, avec ses amis, la Macronie, ils sont en train de conforter les 2 états profonds, le super état profond et l'état profond. Philippe de Villiers, il nous reste un peu plus de 8 minutes. J'aurais aimé vous faire écouter, mais je ne l'ai pas encore, c'était il y a quelques instants, un certain Emmanuel Macron à propos de l'Europe. Vous savez qu'il est à la conférence de Munich. Ah, on y va. Bah oui, on y va, mais on ne va pas l'entendre. En revanche, je vais vous le citer, Emmanuel Macron, puisqu'il indirectement répond 1 an, quasiment jour pour jour, après l'attaque de J.D. Vance. Emmanuel Macron appelle à prendre l'Europe en exemple plutôt qu'à la critiquer. L'Europe a été vilipendée comme une construction vieillissante, lente et fragmentée, reléguée par l'histoire, comme une économie surréglementée et apathique qui se détournerait de l'innovation, et plus curieusement encore, dans certains milieux, comme un continent répressif, etc., etc. Et aujourd'hui, ce concept désuet est encombrant, et il appelle justement à prendre l'Europe en exemple plutôt que la critiquer. Vous voulez justement nous parler de l'effacement civilisationnel de l'Europe, Philippe de Villiers. Oui, parce qu'en fait, j'ai été stupéfait la semaine dernière par une décision que j'ai vérifiée, avec vous d'ailleurs. On a vérifié ensemble. L'Agence européenne de l'asile a recommandé d'accueillir en Europe plutôt des réfugiés terroristes de Daesh que des chrétiens d'Irak ou de Syrie. Et il se trouve, coïncidence, je rencontre Véronique Besse, députée de la Vendée, une personne estimable, très estimée en Vendée, une personnalité très connue, et pleine de générosité, qui est partie avec 2 autres députés au nom du groupe d'études des chrétiens d'Orient pour avoir le cœur net de ce qui se passe en Irak. Et elle m'a dit, les larmes aux yeux, c'est terrible ce qu'on a vu et c'est terrible ce qu'on a entendu. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils étaient 2 500 000, ils sont maintenant 200 000 en Irak. Les chrétiens d'Orient sont en train de disparaître. Et elle m'a dit, voilà ce qu'ils nous ont dit, vous nous avez abandonnés. Et en fait, vous avez abandonné votre tréfonds, votre patrimoine, votre filiation. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, au fond, j'ai pensé à J.D. Vance qui avait parlé d'effacement civilisationnel et je me suis dit, quand une civilisation ne sait plus d'où elle vient, elle ne sait plus où elle va. Et c'est l'Europe d'aujourd'hui. Et ce que je vous propose là en quelques instants, c'est en fait de remonter dans le temps et d'arriver jusqu'à aujourd'hui, et voir ce qui s'est passé. Parce que la question que je me suis dit, c'est comment on est passé de la préférence chrétienne à la préférence islamique. Tous nos dirigeants. Quasiment sans exception. Il y a ceux qui proclament et ceux qui consentent. Alors d'abord, il faut comprendre que ce qui a précédé l'Europe d'aujourd'hui, c'est l'Europe chrétienne, qui l'a nourrie, qui l'a épanouie, qui l'a fait vivre. Et cette Europe chrétienne, en fait, elle a développé des vertus, des racines qui sont devenues des murs porteurs. Je vous donne un exemple. Septime Sévère raconte la vie de Martin de Tours, et ça devient la vie de Martin de Tours qui fait le tour de l'Europe. Et en fait, c'est l'Europe de la miséricorde, la première Europe, l'Europe fondatrice, l'Europe de la compassion pour les plus petits. C'est ce que vous avez fait aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc en fait,
Une leçon qui vaut encore pour aujourd'hui. Premier mur porteur, l'Europe de la miséricorde. Ensuite, on a l'Europe de la personne, qui va inspirer les révolutionnaires en 89 avec la Déclaration des droits de l'homme, sauf que les droits de l'homme, ça devient l'individu. L'Europe de la personne, c'est le moine Alcuin, c'est la chrétienté latine, c'est la Christianitas, c'est l'Europe médiévale. Puis après, on a l'Europe augustinienne, l'Europe des deux cités, la cité terrestre, la cité céleste. C'est l'Europe de la laïcité. C'est en fait cette Europe-là qu'invente la laïcité, c'est-à-dire l'irradiation entre le temporel et le spirituel. L'Europe des deux luminaires de 1904. Puis ensuite, il y a l'Europe bénédictine, ora et labora, la fécondation de la glèbe par l'oraison. Puis ensuite, il y a l'Europe thomiste, très important, la guerre juste, la légitime défense. Ça. Puis après, il y a l'Europe des cathédrales, la déclinaison de la pierre et de la métaphysique, etc., etc. Et alors, quand il y a le traité de Rome, ça c'est une chose dont j'ai souvent parlé avec l'un des rédacteurs du traité de Rome, Jean-François Degnaud, qui m'a dit, c'est bizarre, parce que le traité de Rome a été fait par des démocrates chrétiens, et la construction européenne, bien avant le traité de Rome, au lieu de faire l'Europe de la culture, ils ont fait l'Europe du charbon et de l'acier. Les démocrates chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une Europe du marché, loin de toute idée de racines culturelles. Et ça a donné ce que ça devait donner, le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, en fait, c'est le cercle de la raison. Réfléchissez, le cercle de la raison, ça veut dire que c'est plus le cercle de la foi. On s'éloigne des racines. C'est-à-dire qu'en fait, le bien-être cosmique va se substituer aux passions nationales mortifères. C'est pour moi qui parle comme ça, c'est eux. Et en fait, c'est une Europe saint-simonienne qui tente le coup suivant, qui a réussi. Il faut, plutôt que le gouvernement des hommes, l'administration des choses, pour qu'un jour les choses décident à la place des hommes. L'Europe saint-simonienne, l'Europe de Saint-Simon. L'Europe qui est souhaitée, quand je suis à l'ENA, c'est vous serez des ingénieurs sociaux. Ah oui, on les voit, les ingénieurs sociaux de l'État profond dont je parlais il y a un instant. Et enfin, 2004, le traité constitutionnel. Et là, il y a deux novations majeures. Vous voyez, on prolonge, on sédimente. Mais il y a une continuité. La première novation majeure, c'est pas question de mettre les racines chrétiennes. J'ai eu une conversation en mars 2003 avec Jacques Chirac qui m'a dit « Les racines de l'Europe sont autant musulmanes que chrétiennes ». Là, je suis tombé de ma chaise. J'ai dit « Vous plaisantez ?» Il me dit « Oui ». Bon, voilà. Et deuxièmement, au lieu de faire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, l'Europe du général de Gaulle, on fait l'Europe de l'Atlantique à l'Aral, puisqu'on fait signer Erdogan. Le projet de constitution européenne, c'était prévu pour ça. Et c'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui empêchera la Turquie de rentrer dans l'Europe, sinon la Turquie entrait dans l'Europe. Et on arrive à aujourd'hui. On arrive donc à l'agence européenne de l'asile qui préfère faire rentrer des terroristes de Daesh plutôt que des chrétiens d'Irak, d'Iran, des chrétiens d'Orient. Et en fait, celui qui a gagné, c'est le télé-coraniste qui est mort, Youssouf El-Qaradawi, qui a dit « Nous avons quitté l'Europe, 1492, 1583, nous y reviendrons, nous y revenons, frères musulmans, nous y revenons, mais cette fois-ci par la prédication et l'idéologie. » Et il a ajouté, un jour l'Europe réclamera elle-même de devenir un califat. Un jour l'Europe réclamera elle-même de devenir un califat. Alors en cet instant, je pense, et c'est mon dernier mot, à Paul Valéry, qui définissait l'Europe. J'appelle Europe toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise à l'influence et à l'esprit des Grecs. Et en fait, il se pose la question suivante, Paul Valéry. Est-ce que c'est simplement un cap géographique de l'Asie? Si ce n'est que cela, elle mourra. Ou est-ce que ce n'est pas la partie la plus précieuse de l'univers, la plus précieuse, l'esprit, c'est-à-dire qu'il appelle l'Europe le continent de la vie interrogée. Et moi, j'interroge l'Europe, je dis « Europe, qu'es-tu devenue? Europe, qu'es-tu devenue ?» Parce que toutes les sociétés obéissent à la même loi, je vous l'ai déjà dit. Quand elles ont cessé de vivre de leur raison d'être et que
l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme insupportable, en tout cas étrangère, elles se démolissent de leurs propres mains. Un grand merci Philippe de Villiers pour cette émission ce soir. Merci à vous également Geoffroy Lejeune. À la semaine prochaine, émission qui a été bousculée par les toutes dernières actualités et ce lynchage de Quentin, 23 ans, qui lutte pour la vie, ayant une pensée pour lui et sa famille bien sûr ce soir. Et ayant une pensée aux gendarmes qui ont été attaqués au couteau sous l'Arc de Triomphe à Paris. Nous y reviendrons dans quelques instants dans l'heure des pros. Merci.